18 février 2021, le rover Perseverance se pose sur Mars. Une mission de plus portée par la communauté scientifique dans le but d'en savoir plus sur notre monde. Et en découvrir plus sur le monde qui nous entoure, c'est aussi le but de ce format. Mais pendant qu'on y est, penchons-nous un peu plus sur une brève histoire de l'astronomie. Regarder le ciel, ce n'est pas difficile, c'est même un réflexe naturel plutôt plaisant. Nos ancêtres y portent leur regard depuis des millénaires si on fait abstraction de la préhistoire. Car c'est aux environs de 3000 avant Jésus-Christ que l'on s'accorde à dater les débuts de l'astronomie, à savoir l'étude du ciel et de toutes les sciences qui en découlent. Ça, on le doit en grande partie aux Babyloniens et à leur intérêt porté aux phénomènes célestes. Aujourd'hui, le document astronomique le plus ancien que nous connaissions est la tablette d'Ammisaduqa, datée d'environ 1700 avant Jésus-Christ et qui comporte les éphémérides de Vénus. En astronomie, une éphéméride est un document qui renseigne chaque jour les positions d'un corps céleste. Ça peut être un satellite, une planète, une étoile, ou bien ta balle de baseball que tu as envoyée dans l'espace après un home run. Quel home run légendaire! Très vite, l'astronomie se répand en dehors de la Mésopotamie, dans le monde antique. Les exemples des savants arabes, grecs ou encore mayas et incas nous viennent très vite à l'esprit, avec pour pas mal de civilisations un lien fort entre astronomie et culture ou religion. Pendant l'Antiquité, les observations suivent leur cours. Les Mayas ont déjà renseigné les trajectoires de la Lune ou du Soleil, ainsi que de certaines planètes comme Mars, Saturne ou Jupiter. Les premiers instruments de mesure voient aussi le jour. C'est le cas de l'astrolabe qui permet de mesurer la position d'un astre ou alors l'heure de la nuit ou du jour en se référant à la position du Soleil ou d'autres étoiles. Ici, on se rend bien compte que la période marque l'appropriation et le début de la maîtrise de la science. On note aussi les premières démonstrations de la nature sphérique de la Terre. Tout d'abord avec les observations d'Aristote des ombres de la Terre sur la Lune, puis 200 ans plus tard environ, au IIe siècle avant Jésus-Christ, c'est au tour d'Érastotène d'apporter sa pierre à l'édifice en calculant la circonférence de la Terre. 39 375 km pour la méthode grecque contre un peu plus de 40 000 avec les méthodes actuelles. Ah là là, Érastotène. Avec un crâne pareil, il fallait bien s'attendre à une masterclass quand même. Bon, ok, je vous vois venir. Monsieur Érastotène, mais c'est incroyable, mais comment avez-vous fait? Sa démarche se base avant tout sur les postulats d'Aristote. Si la Terre est bel et bien une sphère, alors il doit bien y avoir un tour de passe-passe pour en déterminer sa circonférence. Pour ça, Érastotène envoie un assistant dans la ville d'Assouan le jour du solstice d'été. Apparemment, ce jour-là, le soleil semble être visible au fond d'un des puits de la ville, preuve que l'astre est parfaitement à la verticale. Le même jour, notre savant grec mesure l'angle formé entre la pointe de l'obélisque d'Alexandrie et la pointe de son ombre. L'angle formé était d'un cinquantième de cercle, soit 7,2 degrés environ. Et en connaissant la distance séparant Assouan d'Alexandrie, soit environ 787 km, le calcul était vite résolu. La distance Assouan-Alexandrie représente bien un cinquantième de la circonférence de la Terre. Petit calcul, 787 x 50 et on retombe bien sur les 39 375 km. Ce sont des calculs super précis et qui continuent encore aujourd'hui à flatter les savants de l'époque. Mais ne nous hypons pas non plus, l'Antiquité a aussi vu passer son lot d'erreurs, notamment avec l'adoption du modèle géocentrique. La Terre au milieu, tout l'univers qui lui tourne autour, enfin, ce genre de banalité quoi. Un modèle bien évidemment reconnu aujourd'hui comme étant faux, sauf pour les platistes et les créationnistes. Mais pour que ce modèle géocentrique soit remis en question, il faut attendre la Renaissance. Ne nous hâtons pas tout de même, car avant d'arriver à cette période, il nous faut attendre quelques siècles. Pendant toute la durée du Moyen-Âge, donc environ du 5e au 15e siècle pour être bien large, les avancées dans le domaine sont très disparates. En Europe, les savants continuent leurs observations sans pour autant chercher à réellement approfondir leurs recherches et connaissances. Cette réticence et ces avancées timides, pour une grande partie, sont dues à la pression de l'Église. Le clergé limitant les recherches dans le domaine, réfutant toute observation ou déclaration entrant en contradiction avec les textes religieux. La communauté scientifique restera alors très prudente pendant toute cette période, évitant le plus possible d'être ciblée par l'Église, compréhensible en connaissant sa place et ses méthodes de l'époque. Mais heureusement, l'Inquisition n'a pas main mise sur le monde entier.
Au Moyen-Orient, par exemple, l'astronomie fondamentale se développe considérablement, avec des savants comme Al-Soufi, qui est le premier à avoir observé le grand nuage de Magellan ou la galaxie d'Andromède. Il calcule aussi plus précisément l'année tropique ou année solaire. Enfin, tu connais les 365 jours, toi-même tu sais. Il remarque aussi la différence de saison entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Différence due à l'inclinaison de la Terre qui, à un moment donné, laisse un de ces hémisphères plus exposé au soleil. On doit aussi aux savants arabes la conservation et la traduction des textes antiques. Sans eux, tout ce qui a été écrit par les Grecs et les Babyloniens était perdu. Rien que d'y penser, j'ai envie de chialer. Toutes ces traductions ont permis la transmission des textes et connaissances à travers le Moyen-Âge, avant d'être traduits à nouveau en latin par les savants européens aux alentours du XIIIe siècle. Le XIIIe siècle. On se rapproche de... Ouais, on commence à se rapprocher de quelque chose, non ? Pour beaucoup d'entre nous, la Renaissance voit passer parmi les noms les plus importants de l'astronomie. Un des grands événements de la période est l'apparition, ou en tout cas l'acceptation progressive, du modèle héliocentrique. Cette fois, c'est décidé, ce n'est plus la Terre le centre du monde, à partir de maintenant, toutes les planètes tournent autour du Soleil. Bien sûr, ce modèle a été envisagé tout au long de l'histoire, mais on doit sa popularisation à Nicolas Copernic au début du XVIe siècle. Bon, ok, le modèle n'est pas encore parfait et au début il apporte avant tout une simplification géométrique, avec de nouveaux éléments de réponse aux variations de vitesse et mouvements rétrogrades des planètes et des astres dus aux épicycles du modèle géocentrique. Pour faire simple, avant il était décidé que les planètes suivaient leurs épicycles, eux-mêmes suivant la course de leurs déférents. Donc les planètes orbitaient autour d'un point qui orbitait autour de la Terre. Bah non, mais pour l'époque, ça marchait. C'était plutôt pas con. Au moins, le modèle de Copernic loge tout le monde à la même enseigne, toutes les planètes orbitent à leur rythme autour du Soleil. Il faut alors attendre Kepler et Galilée pour valider ce modèle et y apporter des précisions. En premier lieu, les orbites seront décrites comme elliptiques et non plus parfaitement circulaires. L'arrivée de la lunette astronomique de Galilée aux alentours de 1609 permet une observation du ciel plus précise, venant par la même occasion valider le postulat de Copernic. Et les avancées continuent. On peut noter l'invention du télescope, le grand frère de la lunette astronomique, par Isaac Newton aux alentours de 1671. Mais pas besoin de voir loin pour faire de grandes découvertes. En effet, Newton exprimera par la suite la loi universelle de gravitation, un fondement en astrophysique. Très léger rappel, tous les corps qui possèdent une masse s'attirent les uns envers les autres. Plus un corps est massif, et plus sa force d'attraction est grande. Et si en plus de ça, il est proche d'autres corps, alors là c'est terminé. Avec ces découvertes et théories neuves, émerge alors une nouvelle ère, celle de l'astronomie moderne. Libérée des pressions du passé, prête à repousser de nouveau ses limites. On est passé par toutes les étapes. Les savants antiques et leurs connaissances, le modèle héliocentrique, des outils d'observation plus modernes et une meilleure rigueur dans nos recherches, autant d'ingrédients pour se lancer dans cette nouvelle ère. Les pays possèdent leurs observatoires, la communauté scientifique gagne de nouveaux membres partout dans le monde, les compétences et le savoir sont là, il ne manque plus que la mise en pratique. Alors pourquoi ne pas y aller dans l'espace ? La Terre est une grande sphère d'environ 40 000 km de circonférence. Nous y sommes accrochés par sa force d'attraction, il nous faut atteindre environ les 100 km d'altitude si nous voulons espérer traverser son atmosphère, et si on ne veut pas réatterrir sur la surface de la planète, il nous faut atteindre une vitesse, la première vitesse cosmique. Waouh! Pour la Terre, elle est de 28 440 km/h, ou 7,9 km/s. La bonne nouvelle, c'est que tu risques pas de te retrouver dans le vide spatial en allant à pleine balle avec la voiture de tonton. La mauvaise nouvelle, c'est qu'avec tout ça, envoyer une fusée dans l'espace, c'est compliqué. Et puis c'est cher. Et dangereux. Non, vraiment, je pense qu'on va s'arrêter là. Enfin, ce serait quoi, sérieusement, la prochaine étape? Envoyer des gens sur la Lune? Les années 40 n'ont même pas le temps de passer que le monde entre en pleine guerre froide. Pour les États-Unis et l'Union soviétique, il s'agit de montrer au monde sa puissance. À cela s'ajoute une question, qui sera le premier à conquérir l'espace? La belle affaire. Ah si. Commence alors une vertigineuse escalade, les avancées ne se seront jamais faites aussi vite.
4 octobre 1957, Sputnik 1 est le premier satellite artificiel mis en orbite. 3 novembre 1957, la chienne Laika devient le premier être vivant à entrer en orbite. Malheureusement, elle sera aussi le premier être vivant à mourir dans l'espace. 4 janvier 1959, Luna 1 effectue un survol de la Lune, devenant ensuite le premier objet à entrer en orbite autour du Soleil. 12 avril 1961, Yuri Gagarin est le premier être humain envoyé dans l'espace. Il sera suivi par Alan Shepard le 5 mai de la même année. 19 mai 1961, Venera 1 survole Vénus. Il s'agit du premier survol d'une autre planète. Par la suite, le Canada, la France et l'Italie se joignent à l'aventure. 16 juin 1963, Valentina Tereshkova devient la première femme à aller dans l'espace. 18 mars 1965, une sortie extravéhiculaire est effectuée par Alexei Leonov, le premier à se retrouver seul dans le vide spatial. 3 février 1966, premier alunissage, la sonde Luna 9 se pose sur le corps sélénite. 24 décembre 1968, réveillon spécial pour l'équipage d'Apollo 8 autour de la Lune. Ce matin, ce n'est pas le Soleil qui se lève, mais bien la Terre. 21 juillet 1969, c'est maintenant. 600 millions de spectateurs ont les yeux rivés sur ce qui est en train de se passer. Apollo 11 et son équipage se dirigent vers la Lune. Jamais personne n'est allé aussi loin, aucun être n'a franchi le pas. L'atterrisseur se rapproche de la surface. Collins est resté en orbite pendant qu'Armstrong et Aldrin se posent, et enfin... That's one small step for man, one giant leap for mankind. L'homme pose un pied sur la Lune. En quelques décennies, l'humain a réussi à atteindre cette Lune qu'il n'avait de cesse de contempler. Mais même si l'événement annonce la victoire des États-Unis sur l'Union soviétique, cela ne marque en rien ni la fin des recherches, ni la fin des explorations. Les scientifiques continuent leurs travaux et les premières stations spatiales voient le jour et sont mises en orbite dès 1971. Une année plus tard, une sonde atterrit pour la première fois sur la planète rouge. Les chercheurs se mettent à écouter et observer le ciel. En 1974, le message Arecibo sera émis. Signal radio composé de 1679 bits, pensé pour être décodé par de potentielles vies extraterrestres et représentant des informations sur la Terre et l'humanité. Honnêtement, je souhaite bien du courage à quiconque tombe sur ce message, parce que même s'il arrive à décrypter le signal, qu'est-ce qu'il va faire de ça? Ah oui, et normalement, il n'y a pas de couleur. Hein. Mais passons, en 1977, on continue notre communication avec l'inconnu. Le Voyager Golden Record sera embarqué dans 2 sondes Voyager, telle une bouteille à l'espace. Toujours destinées à d'éventuelles vies extraterrestres, comprenant images, sons et dressant un portrait de la culture terrestre. La même année, on s'affole sur le signal WOW, un puissant signal radio capté par le télescope Big Ear le 15 août pendant 72 secondes sur l'arrêt 21 cm. Une longueur d'onde considérée comme remarquable quant à un potentiel moyen de communication longue distance dans le vide. Puis on fête le 1000e vol orbital d'une fusée Soyouz en 1983. On enverra ensuite ce cher télescope spatial Hubble au début de l'année 1990. Télescope auquel on doit une partie des images les plus envoûtantes de l'espace lointain. Près de 10 ans plus tard, les premières pièces de l'ISS sont mises en orbite. La station accueillera ses premiers passagers le 31 octobre 2000. Depuis, les différents pôles internationaux se regroupent, avançant la recherche ensemble. On en sait maintenant plus chaque jour sur notre planète et notre univers en général. Et on peut se vanter d'avancées techniques monstrueuses. 15 minutes suffisent à un lanceur pour faire l'aller-retour entre son pas de tir et l'espace. Un quart d'heure, même faire cuire des lentilles, ça prend plus de temps. La NASA prévoit de nouvelles missions habitées vers la Lune, un demi-siècle après le premier passage d'Armstrong. SpaceX compte bien envoyer de valeureux astronautes sur Mars et pourquoi pas y installer les premières colonies extraterrestres. D'autres ont en tête les exoplanètes, avec plus de 4000 découvertes depuis la première observation faite par Michel Mayor en 1995. Alors oui, les objectifs sont nombreux, mais sont-ils seulement atteignables? Oui, non. Évidemment, les avis sont super tranchés. Une partie de la communauté scientifique s'affaire à ces recherches, dans le but d'en savoir plus sur le monde qui nous entoure et notre planète, bien évidemment, mais tout en gardant en tête que ces recherches, elles nous serviront ici, sur Terre. Alors que pour d'autres, la finalité de leurs recherches, c'est vraiment de permettre à l'humanité de devenir une civilisation interstellaire. Mais bon, pour le moment, on est là, quoi. Enfin, je veux dire, je suis pas sur Mars, ni dans mon vaisseau spatial. Ok, prenons en exemple la Lune, juste pour avoir une idée. Déjà, pour s'y rendre, il faut compter 3 jours. Jusque-là, tout va bien. Pour ce qui est de la manœuvre, c'est assez simple.
Bien sûr, c'est pas l'aller-retour à la boulangerie du coin, mais vous avez compris l'idée quoi. Dans les grandes lignes, on va lancer une fusée, si possible le plus près de l'équateur, afin de gratter un peu sur la vitesse de rotation de la Terre, et ce qu'on va viser, c'est une orbite de transfert. Une orbite de transfert, c'est une orbite de transfert. Enfin, on va pas rester dessus quoi. Ici, ce qu'on veut, c'est stabiliser notre trajectoire et se rapprocher le plus possible de la Lune. Changement de manœuvre maintenant, il va nous falloir perdre de la vitesse afin d'entrer en orbite autour de la Lune. Petite info, toutes les orbites possèdent une apoapside, le point le plus haut, et un périapside, le point le plus bas. Une fois que l'on a perdu suffisamment de vitesse, notre périapside va venir toucher la surface de la Lune. C'est bon, on n'est plus en orbite. Il ne nous reste plus qu'à contrôler notre vitesse de descente pour pouvoir allunir tranquillement. Pour rester très large pour le retour, on fait la même manœuvre mais en sens inverse. Sauf que cette fois, on a une pesanteur bien moindre et pas d'atmosphère au décollage, et que pour l'atterrissage, si notre vaisseau n'a pas brûlé en traversant l'atmosphère terrestre, alors on peut se reposer sur nos parachutes, et mettre une dernière fois les gaz juste avant de toucher le sol. Sauf que tout ça, c'est pour la Lune. Et oui, pour Mars, c'est nettement plus compliqué. Il faut compter plusieurs mois. Si on prend le rover Perseverance comme exemple, rien que l'aller, ça a pris 203 jours. Juste l'aller. Sans compter que la Terre et Mars bougent toutes deux à leur rythme et qu'on n'a pas le luxe d'avoir Mars qui nous tourne autour. Donc c'était 203 jours hier, peut-être 300 aujourd'hui, 250 demain ou 15 après-demain. Bon ok, 15 jours j'abuse un peu. Et ces temps de trajet, c'est pour une fenêtre de tir qui se présente environ tous les ans et demi. Mais les agences spatiales ne comptent pas la louper. D'ici 2030, il y aura un vol habité sur Mars. Et cette simple expédition impliquerait donc un trajet aller-retour d'au moins 1 an et demi. Ce qui fait beaucoup. Et c'est encore plus long si on y passe une grande partie dans la navette. Évidemment, c'est pas les volontaires qui vont manquer pour une mission qui va battre tous les records, dont un détenu depuis 1995 par Valéry Polyakov, 437 jours passés d'affilée dans l'espace. Ça fait 14 mois. Pour info, la durée moyenne des missions des astronautes dans l'ISS est d'environ 3 à 6 mois. Mais nos futurs nouveaux martiens tiendront le coup. Avec assez d'entraînement et un bon suivi, les conséquences seront minimes. Bon, en général, on parle d'atrophie musculaire, de squelette fragilisé, de problèmes de vision, de radiations qui dans l'espace sont plus présentes que sur Terre, mais en général, la majorité des astronautes s'en remettent au bout de quelques temps. Le problème est au-delà de ça. Aujourd'hui, on ne peut pas compter envoyer des êtres humains dans l'espace de manière pérenne. Pour des raisons techniques, premièrement. Ce sont des projets qui coûteraient monstrueusement cher et qui demanderaient encore plus de ressources. Sans oublier que sur le long terme, nos fusées ne pourront pas aller bien loin. Forcément, pas de pétrole, pas de fusée qui fait boum boum. Alors oui, peut-être qu'un jour on aura fait des avancées spectaculaires. On voyagera avec des voiles solaires, on pourra plier l'espace-temps, voyager à la vitesse de la lumière, enfin bref, se balader où on veut, comme on veut. Mais pour l'instant, on n'y est pas. S'ajoutent à ça les problèmes que l'on peut qualifier de psychologiques. Parce que oui, on a beau se balader en bande organisée de l'espace dans notre nouveau vaisseau fraîchement sorti du garage, on n'en reste pas moins une infime partie de l'humanité qui se balade toute seule dans le vide. Et une fois le trajet accompli, ça ne règle pas tout. La jubilation à l'idée d'être les pionniers de l'humanité sur une nouvelle planète sera là, mais il faut aussi considérer l'option du gros coup de blues interstellaire. Et enfin, les problèmes biologiques. L'impact de ces nouveaux modes de vie sur le corps humain, les problèmes liés à la vie sur d'autres planètes, des nouvelles maladies, peut-être même des nouveaux prédateurs. Ça peut paraître banal, mais ces altérités toutes simples ne le sont au final pas tellement. Avec les entraînements colossaux que reçoivent les astronautes, il est normal de penser que l'espace, ce n'est pas pour tout le monde. Et même si nous faisons les plus grands efforts, il y a fort à parier que la meilleure des exoplanètes est son lot de différence avec la Terre. Mais au final, ce n'est pas plus mal de se dire que quelles que soient les avancées techniques, l'immense majorité de l'humanité restera ici, sur Terre. Parce qu'à notre échelle, la Terre et son système solaire ont déjà beaucoup à nous offrir. S'émerveiller face à l'univers est une des plus belles choses que l'on puisse faire, mais notre nature qui nous entoure, ses animaux, ses paysages, l'histoire monumentale de notre planète, toutes les cultures, les arts, les sciences, au final, c'est autant de choses cosmochrones qui nous restent à étudier et admirer.